Hello Valérie, Bonjour. merci d'être ici avec nous pour qu'on puisse un petit peu te découvrir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu vas? Ça va très bien, merci pour cette interview et nous permettre d'échanger ensemble autour du sujet des OBM. Complètement. Ah ben alors on y va. Donc est-ce que tu peux nous dire en deux mots Valérie qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis Valérie et j'habite aux États-Unis et je suis l'équivalent d'une OBM là-bas, mais ça s'appelle plus Fractional COO, donc Chief Operating Officer. Et donc, je fais ça pour les entreprises de l'industrie de l'énergie là-bas, à Tulsa, Oklahoma, en plein milieu des États-Unis. Ok, trop bien. Et justement, avant d'intégrer l'OBM Squad, est-ce que tu peux nous dire à quelle problématique tu étais confrontée? Alors, avant d'intégrer l'OBM Squad, j'ai fait oui, plus de 15 ans de carrière dans une grande entreprise nationale française, une grande structure dans le domaine de l'énergie. Et j'ai évolué chez eux pendant ces 15 ans pour terminer en étant dans une centrale nucléaire. Et j'étais responsable des contrats et des budgets, notamment dans une division chaudronnerie-robinetterie de maintenance lourde dans une centrale nucléaire. J'avais énormément de casquettes en fait. Je me suis rendu compte que j'avais quasiment 8 casquettes différentes. Et Ouais. même si c'est une entreprise qui est très structurée par sa taille, le fait qu'il y ait énormément de casquettes nécessitait forcément des systèmes qui soient mis en place. Et donc, on se retrouvait face à des problématiques de communication entre les équipes, entre les services, avec la direction. Et donc, moi, j'étais en charge de s'assurer que tout le monde était en capacité de bien communiquer ensemble Hmm. et de mettre en place des systèmes qui fonctionnent pour que du coup, ça puisse fonctionner sans moi. Et parce que moi, je préparais un projet de partir m'expatrier aux États-Unis avec ma famille Ok. et avec mon mari et mes enfants. Et donc, le but, c'était que eux, ils aient une transition la plus douce possible pour faire ça. Et c'est là où j'ai découvert en fait le métier d'OBM quand j'étais en train de faire mes recherches sur comment je pouvais quel était l'équivalent de mon poste actuel dans cette entreprise aux États-Unis, Ouais. comment ça s'appelait, comment faire les recherches d'offres d'emploi. Et je suis tombée sur une vidéo d'une youtubeuse aux États-Unis qui appelait ça OBM. Et quand elle listé tout ce qu'elle faisait, j'ai dit ah, bah, c'est exactement ce que je fais. Et donc voilà. Donc c'est à ce moment-là que j'ai découvert le métier d'OBM et qu'en fait, j'étais alors pas online dans mon métier que je faisais avant, Hmm. mais j'étais bien business manager en fait de mon service. Ok, trop bien. Donc en fait, t'aimais déjà ce que tu faisais, Mm. tu voulais juste le transposer. Donc c'était ça ta Ouais, problématique en fait, comment le mettre à c'est l'international. ça. Comment basculer dans un autre pays en faisant quelque chose d'équivalent. Ok, trop bien. Mm. Et qu'est-ce qui t'a décidé alors à rejoindre le squad? Bah, j'ai vu cette vidéo et puis après les algorithmes des réseaux sociaux sont très très bons et donc j'ai eu une offre d'une masterclass pour OBM Squad qui est apparue et donc Hmm. j'ai participé à la masterclass et ce qui m'a séduite vraiment c'était le fait que on ait un accompagnement sur comment être indépendant en fait comment être à son compte et c'est quelque chose que je pense même si j'avais vraiment apprécié d'être dans une grande structure. Ils m'ont appris à me donner tous les fondamentaux et les fondations de ce que j'ai aujourd'hui. Mais dans une grande structure, c'est très difficile d'avoir un impact rapide et perceptible Hmm. de ce qu'on est en capacité de faire. Et souvent, il y a aussi les règles des grandes structures. Donc, c'est, voilà, une salariée ne peut pas décider de changer du tout au lendemain, ce qui est normal. Mais voilà, je me suis rendu compte que j'avais évolué de ce côté-là et j'avais envie d'avoir plus d'impact auprès de plus petites structures qui en avaient besoin, qui étaient demandeurs et de venir mettre cette structure-là. Mais oui, j'avais pas forcément la vision de comment le faire en tant qu'indépendant. Et OBM Squad m'a donné ces outils-là, justement, d'être indépendant à mon compte et d'aller aider ces entrepreneurs qui avaient besoin d'aide pour évoluer. Ok, trop bien et bravo aussi en même temps.
Du coup, donc avant d'être OBM, tu as fait cette bascule en fait du salariat. Tu n'étais pas freelance rattaché à Non. cette grosse société, tu étais bien salarié. Ouais. Et donc tu t'es lancé dans le grand bain grâce au squat parce que tu recherchais ce cadre et cet accompagnement, Mhm. si je comprends bien. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères dans le métier d'OBM alors? Ce que je préfère, c'est que je peux choisir avec qui je travaille. Donc, j'ai cette liberté-là de choisir avec qui je veux travailler, comment on travaille ensemble, de pouvoir poser aussi le cadre qui était très important, Hmm. le périmètre de ce que moi je suis capable de faire, comment on travaille avec les autres, et qu'est-ce que je peux apporter. Et aussi, il y a la flexibilité de pouvoir, surtout quand on change de vie complet, on bascule. On a changé complètement d'environnement avec ma famille et donc on a eu besoin de aussi ce temps-là de pouvoir s'adapter. À trouver les logements, inscrire les enfants à l'école, les accompagner dans ces changements de culture aussi avec l'école, ce qui ne parlait pas du tout anglais quand on est arrivé. Donc, le fait d'être indépendant m'a vraiment permis de jongler entre l'équilibre personnel et l'équilibre professionnel pour être là aussi pour ma famille dans cette transition. Ok, trop bien. Et du coup, ça s'est passé comment? Tu as commencé à te former au métier d'OBM en étant en Oui, France ou c'était une fois là-bas? oui, j'ai commencé avant de partir, je me suis inscrite au mois de mai. Le but était, alors j'avais un objectif qui était aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'était pas très réaliste, mais c'était, je voulais avoir mon premier client avant de partir. Et nous, on partait début juillet, et je me suis dit, bah voilà, 6 semaines, on va le faire, je vais avoir mon premier client. Bon, les États-Unis fonctionnent beaucoup par réseau. Il faut être physiquement sur place et connaître des gens, réseauter, networker. Et une fois qu'on est physiquement sur place et qu'on arrive à créer ce réseau local, tout va très très vite. Par contre, voilà, à distance, c'était pas forcément faisable, mais au moins j'ai pu faire toutes les bases, commencer à tester la prospection, commencer à mettre les bases et vraiment à apprendre la théorie du squad. Pour ensuite, une fois que j'étais là-bas, ça s'est implémenté très très rapidement. Et donc, bah justement, plus en détail et pour faire suite à ça, Mhm. et s'il y a des personnes qui veulent s'expatrier aux Mhm. États-Unis ou qui y sont déjà, est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as trouvé alors ce premier client? Premier client, je suis arrivée dans ma famille en leur expliquant mon projet. Tout le monde me demandait: Ah, il faut trouver du travail, il faut trouver du travail. Aux États-Unis, c'est très compliqué en ce moment. Le pôle d'emploi pour être salarié, c'est compliqué. C'est plus facile d'être indépendant. Donc ça tombait bien. Donc je leur ai Ok. expliqué, j'aurais dit écoutez, là, du coup, je vais mettre à mon compte, je vais être fractional COO et puis à mon compte pour les entreprises. Et je leur expliquais un peu ce qu'on faisait dans le squad, comment j'allais le mettre en place. Et là, j'ai mon oncle qui m'a dit: Ah, mais en fait, bah, moi j'aurais besoin d'aide. Si tu es prêt pour m'aider, bah, moi ça, on y va et on fait ça. Et donc, du coup, c'est devenu mon premier client. Trop Et du bien. coup, ça s'est fait comme ça. Donc, ça s'est pas fait via les manières classiques de LinkedIn ou le réseautage, mais ça s'est vraiment fait par le biais de la famille. Et après, ça c'est mon deuxième client, je l'ai eu aussi par du coup quelqu'un qui connaissait mon oncle et du coup on a grandi comme ça. Ok. Et après, les opportunités se font aussi via LinkedIn où là par contre ça se fait. LinkedIn, les associations, le milieu associatif aux États-Unis est très très important. C'est important de faire du bénévolat, c'est important de donner de son temps. Et donc la première chose à faire si on veut s'expatrier aux États-Unis, en dehors des papiers d'immigration, c'est vraiment de faire de l'associatif, milieu associatif. Et donc, je me suis aussi également lancée là-dedans. C'est génial. Donc en fait, t'es parti de ton noyau et t'as tissé ton réseau petit à petit Mm. en t'adaptant en fait aux formalités du C'est pays. ça, c'est ça. Et combien de temps il t'a fallu alors pour vivre de ton activité? Pour vivre confortablement avec 2 clients, il m'a fallu 6 mois. Mais 6 mois avec le fait de changer complètement de vie. Entre le moment où j'ai commencé Hmm. le cursus et le fait d'arriver, voilà, il y a eu un petit battement de plusieurs mois où j'étais qu'avec mon premier client. Et avant de prendre le deuxième client, je l'ai eu au mois de novembre, donc il a fallu 6 mois. En partant effectivement de ton parcours initial, donc dans cette grande société où tu étais Mhm. salarié, tu as commencé en aidant ton oncle, mais aujourd'hui, est-ce que tu as choisi de te spécialiser et si oui, comment tu as fait? Oui, j'ai choisi de me spécialiser parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une partie que les entreprises regardaient très peu. On parle beaucoup de ventes, on parle beaucoup de comment on génère de revenus, comment on augmente les ventes.
On te parle très peu de comment on arrive à ne pas grignoter toute sa marge via les achats et via la gestion de ses sous-traitants. Et donc, quand j'étais salariée, ces actions, ce que je faisais, c'était mon métier, c'était ça, c'était gestionnaire. En fait, j'étais contract manager, donc en gros, ça veut dire comment est-ce qu'on achète correctement dans une situation un peu win-win avec nos sous-traitants. Comment on Mhm. s'assure que du coup le scope, donc le périmètre d'activité qu'on donne est bien respecté des deux côtés et comment on met sous contrôle nos dépenses. En termes dans une grande structure, surtout dans une centrale Ouais. nucléaire, ça peut aller très très vite. Comment on s'assure que du coup les délais ne sont pas prolongés. Par exemple, ça arrive souvent qu'il y a un prestataire qui arrive et dit ah bah j'ai pas tout à fait fini, il me faut une semaine de plus. Sauf que quand on est sur un projet où il faut redémarrer une centrale nucléaire, une semaine de plus, bah, ça représente énormément de pertes en termes de revenus et aussi des dépenses supplémentaires. Donc voilà, donc c'est quelque chose dans le milieu de l'industrie et de l'énergie notamment où quand on doit revendre à un prix qui est régulé, on peut difficilement dire bah, je vais produire plus parce qu'on a des aléas qui font que bah, c'est difficile de produire plus. Par contre, là où on a un vrai impact sur l'entreprise, c'est sur la gestion de comment on dépense et comment on gère ses sous-traitants. Et donc, je me suis spécialisée là-dedans aux États-Unis sur le processus achat et le processus qui s'appelle ici le vendor management, donc la gestion contractuelle des sous-traitants. Trop bien. Trop bien. Ok, tu as su faire de tes compétences en fait aujourd'hui ton métier de cœur. Donc aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemble une journée type OBM en direct des États-Unis? Alors, je travaille encore beaucoup avec la France. Je travaille avec Ok. beaucoup de freelancers en France, notamment pour mon premier client. Sa problématique était un peu différente. Lui, il avait besoin qu'on fasse un relaunch de son produit. Donc, on a rebrandé, on a refait du marketing, on a refait le site web, on a fait une vidéo 3D et on a beaucoup utilisé des freelancers français pour faire ça. Et donc, du coup, quand en France, ils travaillent, bah, en fait, moi, je suis en train de dormir parce que j'ai 7 heures de moins. Donc, mes journées, elles commencent très, très tôt. 6h30, Ouais. 7h, je suis déjà en train de travailler. J'ai mes enfants qui sont en train de déjeuner, se préparer pour aller à l'école. Mon mari les amène. Mais par contre, les journées des enfants se terminent assez tôt. À 3h30, ils terminent l'école. Et ça me permet que, bah, vu que je commence très tôt, à 3h30, moi j'ai quasiment fini ma journée. Donc je peux aller récupérer les enfants, on joue 1 heure au parc, on va faire une activité. Il y a toujours plein de choses à faire le soir. Donc la ville, elle est assez bien faite pour avoir toujours des activités à faire avec les enfants. Donc on fait une activité, on rentre et on mange. Et puis bah, pendant la journée, ma journée de travail, bah, je jongle entre les clients. J'essaie de me structurer pour que je puisse garder du temps pour mon business à moi, ce qui est quelque chose qui nécessite encore du travail. Parce que c'est pas Ouais. évident, c'est pas évident de garder en tête la prospection en continu, même si on a des clients. Il faut continuer la prospection, il faut continuer à se Mm. vendre, il faut continuer à faire du réseau, même si pour le moment on n'en a pas spécialement besoin, mais on ne sait jamais, il y a une opportunité qui peut arriver ou un client qui arrête, hein, tout simplement. Et donc, du coup, il faut Mm. toujours avoir ça en tête, de continuer à garder du temps. On a beau nous le dire dans le squad, hein, il faut garder du temps, il faut garder du temps. Mais il faut le sacraliser, en fait. Il faut vraiment le sacraliser. Mm. Il faut réussir à sortir de la dimension du salariat. Ça a été compliqué pour moi, de dire bah, il faut que je donne tout à mon employeur, à mon client. Et savoir quand même, non, maintenant, il faut que je garde du temps pour mon business aussi parce que je suis chef Mm. d'entreprise. Donc, il faut garder du temps pour Ouais. ça. C'est génial ce parallèle que tu as fait justement entre le salariat où effectivement on a l'habitude de tout donner Mm. pour un patron et tu as envie de tout donner à ton client dans cette même servitude. Tu nous as, enfin en tout cas tu m'as donné beaucoup envie sur cette journée type OBM. Franchement ça fait rêver. Donc merci du partage. Et alors du coup Valérie, quels sont tes prochains objectifs? Alors, prochains objectifs. Bon, ça va être de continuer de grandir, d'avoir des clients qui me correspondent auxquels je leur corresponds aussi, avoir un vrai impact. Oui, ça va être surtout ça, de continuer à grandir, continuer à se former aussi, à investir du temps pour soi. Ça, c'est un vrai objectif pour cette année, c'est que
continuer à gagner en compétences. Une des compétences que quand j'étais salariée, que surtout bah, moi j'étais pas du tout dans le domaine de la vente. Et une des choses qu'il faut savoir faire, c'est se vendre. Et sans ça, il y a rien qui décolle. Si on n'arrive pas à se vendre et qu'on n'a pas les techniques de vente, euh, c'est sûr que ça devient très très compliqué. Et je pense que ça a été des plus gros challenges au début. C'était se vendre, savoir se vendre et connaître les techniques de vente, le parcours de vente, voilà, tout ce qui est et tout ça. Ouais. Donc ça va être mon objectif, c'est de continuer avec ça, continuer à grandir au niveau de la vente. C'est bien d'avoir fait cette introspection pour justement savoir comment tu veux continuer à grandir. Et c'est bien aligné à ton business, tout ce que tu nous as partagé, donc top. Et du coup, quelle leçon tu retiens pour la suite de l'aventure? Ah, la leçon première, la prospection. La prospection. Toujours garder son pipeline plein. Toujours. Mm. Même si la personne nous dit non, pour le moment, j'en ai pas besoin, continuer encore quand même à relancer, donner des nouvelles tout simplement. Et vraiment être dans une démarche, pas forcément de vente, mais plus de partage. Et je trouve que ça marche mieux d'ailleurs en termes. C'est la leçon que j'ai récemment apprise, c'est que quand on est plus là dans une dimension, dans une démarche de dire je veux vraiment comprendre ton problème, est-ce que je peux t'aider? Et pas ah bah j'ai une solution toute prête, je vais la mettre en place. Ce qui est très à Mm. l'américaine en ce moment, c'est je vais vous faire deux fois Ok. plus votre chiffre d'affaires, je vais doubler votre chiffre d'affaires. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est que les chefs d'entreprise, ils sont là, mais ils ont un problème. Souvent, ils le savent qu'ils ont un problème, mais ils n'arrivent pas forcément à mettre le doigt dedans. Et c'est plus dans une démarche, moi j'arrive plus dans une démarche, bah, je suis vraiment curieuse, je veux comprendre comment l'entreprise elle fonctionne, et puis après on voit s'il y a quelque chose à faire, mais sans obligation. Et ça marche très bien. Eh ben écoute, merci beaucoup. C'était un échange riche en conseils, en parcours, en aventures. Bah, merci. Donc j'ai adoré. Merci beaucoup pour ton temps, Bah, Valérie. merci à toi, Emmanuel, et puis bah, merci au squad Ah, aussi. avec grand plaisir. À très vite. À très vite.